Bonjour. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être ici avec vous. Donc aujourd'hui, dans la petite demi-heure que nous avons, on va vous exposer avec Leïla qui est à mes côtés leur utilisation de la plateforme, le 360 Learning, mais surtout leur présenter la manière dont ils ont abordé les parcours d'onboarding et la digitalisation des formations, passer d'une partie de formation qui était 100% présentielle à une part du digital qui est devenue de plus en plus importante au sein de l'entreprise. Je te laisse te présenter si tu veux, Leïla. Donc, bonjour à tous, je suis Leïla Iresh, responsable formation et développement au sein d'eVoyageurs SNCF. Je vous expliquerai un petit peu plus notre entreprise, qui on est, comment on est organisé dans quelques secondes. Et moi, je suis donc Luc Vighetti, donc de 360 Learning. Moi, je suis responsable de compte et j'accompagne un certain nombre de nos grands comptes clients dans l'utilisation de la plateforme. Plateforme qui est utilisée finalement chez nos clients qui soit vont le prendre comme un LMS ou en complément de leur LMS pour justement décentraliser la production de contenu, donner la main aux experts métiers pour pouvoir justement capitaliser sur les connaissances internes pour créer en interne le contenu qui va être poussé auprès des collaborateurs. Et justement, c'est ce qu'on va tâcher de vous montrer au travers de ce cas d'usage. Alors du coup, au programme, on va parler de la population en fait qu'on trouve chez eVoyageurs SNCF, qui est une population assez exigeante parce que des profils techniques principalement. Vous parlez un petit peu aussi du coup de la manière dont on a travaillé avec l'équipe formation pour développer justement toute cette partie d'accompagnement et de professionnalisation des formateurs internes, avant de faire un petit focus sur l'onboarding et la manière dont on a construit ce programme en fait quelque part autour de la solution 360 Learning. Hop là. Alors, rapidement, pour donner un peu plus de visibilité sur qui on est. Donc, je vous ai dit, je suis responsable formation et développement au sein d'eVoyageurs SNCF. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? eVoyageurs SNCF, en fait, c'est une entité du groupe SNCF qui a pour vocation en fait de travailler sur l'offre et de la digitalisation et à proposer en fait des offres concrètes aux clients. On s'appuie pour ça sur 4 éléments très forts, 3 marques commerciales. La première, c'est Rail Europe, c'est en fait notre entité internationale qui commercialise des séjours et des packages en fait, pour le public international qui se déplace en Europe. Notre deuxième marque commerciale, je pense que vous la connaissez tous, c'est Oui SNCF, une application de réservation. Et la troisième marque commerciale, c'est l'assistant SNCF, qui est donc en fait une sorte de city mapper quelque part. C'est la suite de l'application SNCF qui permet du coup de travailler sur des questions de mobilité. Pour développer ces 3 marques commerciales, on s'appuie en fait sur une force de frappe assez importante de ce qu'on appelle notre usine digitale, qui s'appelle chez nous eVoyageurs Technologies ou pour les intimes IVTech. Donc IVTech, en fait, c'est près de 1000 collaborateurs uniquement sur des profils techniques. On est organisé en fait en ce qu'on appelle en feature team. On va trouver en fait des développeurs, des product owners, des scrum masters qui sont quelque part sur une approche assez agile dans leur méthode, déjà parce que toute l'entreprise et depuis 2012 travaille sur un système d'agilité et parce qu'en fait ça nous permet du coup de réduire tout simplement les coûts de développement et d'être un peu plus impactant. Donc là il y a quelques chiffres clés sur le groupe, voilà. La particularité de cette population, notamment chez IVTech, c'est que sur des profils techniques où on a des domaines d'expertise très poussés, quand on est par exemple un développeur Java, il faut toujours se tenir au courant de ce qui se passe. Il y a une très forte attente sur la partie formation parce qu'on n'est pas seulement attendu sur notre capacité en fait, à envoyer les collaborateurs en formation externe, mais on est aussi attendu en fait, sur notre capacité à anticiper les évolutions technologiques. C'est pas si simple que ça sur des profils développeurs, product owners et scrum master, parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau des organismes de formation, on ne travaillait pas du tout sur le même rythme. C'est-à-dire que les besoins des collaborateurs en fait, arrivent avant que les organismes de formation aient le temps de développer des programmes pour y répondre. Ce qui est un peu problématique, du coup, pour la montée en compétences. Quand je suis arrivée,
Donc ça fait maintenant 1 an que je suis dans l'entreprise. Quand je suis arrivée, en fait, le plan de formation était quasiment 100% en présentiel. Et sur la partie e-learning, que j'étais arrivée du coup pour développer à l'époque, j'avais un budget conséquent, très conséquent, de 0 €. Concrètement, on avait des licences sur 360 Learning, des outils pour créer du contenu, et c'est tout. Là où la stratégie, on va dire, un peu initiale, c'est de se dire qu'on va acheter du contenu en externe, qu'on va acheter du contenu sur étagère ou qu'on va en fait travailler avec des agences pour développer du contenu. Moi, j'avais pas du tout cette possibilité-là parce que le budget ne le permettait pas, tout simplement. Au-delà de ça, pour les raisons que je vous expliquais sur les attentes en termes en fait, de développement et de montée en compétence des collaborateurs, je me suis vite rendu compte que travailler sur un système où j'attendais qu'un organisme soit prêt, ça risquait de ne pas me mener bien loin, en tout cas, et d'être très en dessous des attentes des collaborateurs. Du coup, le parti pris à ce moment-là, ça a été de travailler sur un grand vecteur de formation aujourd'hui, qui est en fait la formation interne. Sur la formation interne, on a aujourd'hui une chance incroyable, c'est qu'on a donc près de 1000 experts techniques. Des experts techniques qui sont, pour certains, très avancés dans leur domaine, très reconnus en interne parce qu'ils sont reconnus comme étant les référents sur une technologie, sur un outil, sur quelque chose, mais aussi en externe. On a par exemple des collaborateurs qui participent en fait à des conférences, mais également à des TEDx, donc vraiment à des formats où ils viennent partager leurs connaissances. Donc la stratégie à ce moment-là, ça a été de se dire que ces collaborateurs-là, qui étaient quand même de très bons professionnels, il fallait en faire de très bons pédagogues. Puisqu'ils ont l'expertise, notre travail côté formation, c'était pas de leur apprendre leur métier, parce que très clairement, je comprends pas grand-chose quand ils commencent à me parler de log, de stack et de langage de développement. Par contre, ce qu'il y avait à leur apporter, c'était une professionnalisation autour de la manière de transmettre leur expertise. Du coup, il y avait quelques initiatives un peu... on va dire un peu à droite à gauche, de collaborateurs qui organisaient des sessions où ils partageaient, ils faisaient des retours d'expérience sur leur contenu. Et donc tout le travail de l'année dernière, en fait, a consisté à structurer la manière dont on accompagnait les formateurs internes. Donc premier travail, très important, l'identification des experts. L'identification des experts, c'est un principe en fait assez communautaire. On trouve les experts parce que tout le monde parle d'eux. On trouve les experts parce que dans les entretiens d'évaluation, ils ressortent comme étant de très bons professionnels. Et donc pour tous ces éléments-là, en fait, on arrive à faire ressortir des personnes qui ont une expertise très précise. À côté de ça, il y a eu un autre courant du coup pour identifier des experts qui a été de mettre en relation les demandes qui émergeaient du coup au moment du plan de formation avec du coup des choses qu'on faisait en interne. Et à partir de là, l'idée, ça a été de professionnaliser la manière dont ils délivraient les formations. Il y a eu 2 temps. Un premier temps plus sur la partie accompagnement pour qu'ils puissent en fait délivrer des sessions en présentiel en étant prêts, en étant à l'aise également. Donc c'est passé en fait par un programme du coup de formation de formateurs qui est construit en blended learning, une partie du coup avec un contenu sur étagère qu'on a simplement rajouté sur 360 Learning et une autre partie en présentiel avec une coach pour travailler sur la posture de formateur, les bonnes techniques d'animation et de voir un peu en fait comment les formateurs se sentaient à l'aise pour délivrer du contenu. L'autre chose, du coup, à travers ce parcours, c'est qu'on a pu leur donner des bases sur l'ingénierie pédagogique, leur expliquer en fait la différence entre un objectif pédagogique et un objectif opérationnel, parce que quand on est dans un service formation, ça paraît évident. Pour un développeur, pour un Scrum Master, en fait, c'est très loin de ses préoccupations. Eux, en général, ils viennent simplement présenter ce qu'ils font. Donc le fait de travailler sur la posture, le fait de travailler sur la structuration du programme, les aider sur la démarche d'ingénierie pédagogique, c'est un travail d'accompagnement individuel, mais qui pour le coup est très structurant pour quelque part aussi uniformiser les pratiques quand on veut développer une communauté de formateurs internes. L'autre vecteur pour accompagner cette communauté de formateurs, ça a été de travailler du coup sur la plateforme 360 Learning. J'ai eu un premier temps
c'est un retour d'expérience, donc je vous dis la vérité. J'ai eu un premier temps que je me suis dit, j'ai une bonne idée, je vais aller voir chaque formateur interne, je vais lui présenter l'outil et je vais lui dire que c'est moi qui vais faire le contenu à sa place sur l'outil. Au bout du deuxième, qui a commencé à m'expliquer que lui, du coup, il travaillait sur une application qui permettait de générer des logs dans les stacks pour ensuite les mettre sur Grafana, autant vous dire que je me suis dit que si je devais transmettre ça de manière ludique et intéressante, ça risquait d'être un peu compliqué. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, changement de plan, on va faire autrement, on va donner en fait de l'autonomie aux formateurs pour les rendre contributeurs, pour faire en sorte en fait qu'ils puissent eux-mêmes construire du contenu sur 360 Learning. Et là-dessus, pour le coup, on s'est appuyé sur en fait l'offre qui est dont Luc va vous parler sur la formation en fait à l'outil. Oui, en fait, dans l'accompagnement qu'on propose aux clients, effectivement, c'est de les accompagner de manière blended. On utilise notre plateforme pour les former. Et en fait, on avait commencé, alors avant que Leïla démarre sur le projet sur la partie France notamment, on travaillait avec la première entité qui a travaillé avec nous, c'était la Business Unit Europe, donc qui travaille sur les offres au niveau de l'Europe. Et il y a 4 ans, ils devaient lancer des programmes sur le changement de nom. Oui, SNCF, il y avait des gros changements à l'époque sur la marque. Et il fallait qu'ils forment rapidement à la fois sur les offres, mais également l'intégration de nouveaux collaborateurs qui arrivaient. Et ils étaient 2. Et avaient eu la même problématique que Leïla à l'époque, n'avaient pas assez de ressources en interne pour créer, ils n'avaient pas le budget non plus, donc ils sont associés à l'expertise interne pour créer ces contenus, et finalement, nous on les a accompagnés à prendre en main l'outil. L'idée c'était, on s'est appuyé sur un noyau dur effectivement de formateurs qu'on a formés, et ensuite eux ont répliqué nos parcours de formation digitaux pour l'adapter et former leurs collaborateurs internes à la prise en main. Donc dès qu'il y avait un expert qui souhaitait partager son expertise, il devait passer par ce cursus de formation digitale ou blended, comme l'a fait Leïla par la suite, pour valider le fait qu'il puisse créer du contenu au sein de la plateforme. Donc il y avait une sorte de validation interne avant le déploiement de la formation. Donc voilà pour les grandes lignes, ce qu'on a pu mettre en place avec Leïla depuis l'année dernière. Et c'est un gain de temps énorme en fait, parce qu'en formant des experts internes sur la pédagogie, mais également sur l'ingénierie pédagogique digitale et sur la conception, en fait, on a quelque part un studio qui est composé de tous les collaborateurs potentiellement. Ce qui, en termes de capacité de développement de contenu, permet de gagner beaucoup de temps, parce qu'un expert en fait travaille sur son contenu, et quelque part sur la partie formation, on arrive simplement en validation, déjà en phase amont sur la structuration et sur le scénario pédagogique, mais également en validation en fait sur après vraiment le rendu du parcours, s'assurer en fait que ça corresponde à la charte qu'on a autour de l'utilisation de la plateforme. Et juste pour ajouter, quand on parle de collaborative learning, en fait, c'est dans collaborative learning, c'est effectivement les échanges entre pairs, entre formateurs, apprenants, mais c'est aussi dans la co-construction. En fait, c'est des fonctionnalités qui permettent, lorsque on est dans la plateforme, de collaborer pour co-construire des dispositifs de formation. C'est-à-dire que ces personnes-là, en fait, viennent directement interagir dans la plateforme, commencent tout de suite à mettre les mains dans l'outil, parce que souvent il y a ce frein, c'est le blocage technologique, on a peur de mettre les mains dans l'outil. Là justement, on propose une solution où ils rentrent dans l'outil, ils peuvent échanger entre eux pour commencer à alimenter du contenu, le valider avant qu'il soit déployé aux apprenants. Mais l'idée, c'est tout de suite passer le pas, aller dans la plateforme, un peu désacraliser ce côté technologique. Je ne veux pas passer le pas. Bon, alors il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient très techniques côté e-voyageurs, mais c'est pas le cas dans toutes les entreprises, et l'idée, c'est de les amener rapidement à prendre le pas et prendre la main sur cette plateforme. Donc voilà un peu sur la manière dont aujourd'hui chez nous la structuration de la formation interne a avancé. Ce qui a été intéressant en fait quand j'ai commencé à travailler sur ce dispositif-là et sur cette modalité de formation, ça a été de me rendre compte qu'il y avait un autre besoin qui était un peu latent et qui n'avait pas forcément été abordé. Chez e-voyageurs, donc en fait, peu importe l'entité, qu'on parle de SNCF, de Rail Europe ou de l'assistant SNCF, on accueille en fait chaque année 200 nouveaux profils. Ça veut dire qu'on a un flux de recrutement de 200 personnes chaque année. Pour autant, quand on les accueille, en fait, elles ont l'accueil du manager, etc. Mais c'est tout.
Les flux de recrutement sont assez irréguliers. On a des grandes phases où il y a beaucoup de personnes qui arrivent, d'autres où on en a un peu moins. Et c'est difficile en fait de travailler un peu comme dans les grandes entreprises où on a un système de promotion. Où on se dit on accueille 10 développeurs, donc on les met tous dans le même parcours et ils vont tous suivre en même temps. Chez nous, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, les flux ne le permettent pas. Donc la question qui s'est posée en fait pour nous, ça a été de dire comment on pouvait travailler sur du coup des parcours d'accompagnement à la prise de poste, des parcours d'accueil orientés compétences métiers qui soient asynchrones. Bon, on dit asynchrone, forcément e-learning est pas loin derrière. Donc encore une fois, le travail avec les formateurs internes a été de se poser la question sur les différents parcours qu'on pouvait designer, de voir en fait quels pouvaient être les éléments qui pouvaient passer en fait par la plateforme 360 Learning. Ce qui permet tout simplement d'assurer que peu importe le moment où la personne arrive, en fait, elle ne se retrouve pas sans rien. Si on a en fait des sessions après en présentiel, elles viennent compléter les connaissances, elles permettent aux personnes en fait de venir pratiquer, de venir challenger un peu leur contenu et d'être encore une fois dans du collaborative learning, mais cette fois en présentiel. Donc on est quand même dans une continuité et une cohérence pédagogique, mais on assure, on va dire, le minimum syndical puisque au moment où elles arrivent, on leur donne quand même quelque chose. En commençant à travailler du coup sur cette partie onboarding métier, quelque part, parcours d'accompagnement à la prise de poste, pour tout un tas de raisons d'organisation en interne, je me suis retrouvée du coup à travailler sur le parcours d'onboarding au global. Quand on est une entreprise qui change de nom, parce que du coup, pour refaire l'historique très rapidement, on s'est appelé VFEC, Voyage SNCF, Oui SNCF et maintenant e-Voyageurs SNCF. Donc autant vous dire que travailler le sentiment d'appartenance à une entreprise, quand on ne comprend même pas c'est quoi cette entreprise, ça peut être un peu délicat. Le fait de retravailler du coup sur le parcours d'intégration avait clairement pour objectif de permettre aux nouveaux collaborateurs de s'approprier ce nouvel environnement, de mieux le comprendre et également de donner de la visibilité en fait sur une organisation qui est parfois perçue en externe comme un peu complexe. Petite anecdote, jusque-là, le parcours d'intégration en fait se faisait plutôt en présentiel. C'est-à-dire que les gens arrivaient et un mois après, ils avaient une grande messe où on avait tous les membres du CODIR qui venaient expliquer en long, en large et en travers à quel point leur activité, ce qu'ils faisaient était structurant pour l'entreprise et à quel point fallait que tout le monde soit au courant. Je ne sais pas comment se passe l'onboarding chez vous. En ce qui me concerne, passer une journée complète à écouter des personnes un mois après mon arrivée, où du coup j'ai eu une partie des informations, mais j'ai aussi eu des informations un peu officieuses. J'ai eu d'autres biais de compréhension. En fait, concrètement, cette journée-là, en termes de retour, c'était pas bon. Les gens s'ennuyaient, c'était pas interactif, ça arrivait trop tard dans leur intégration. Et encore une fois, le fait de travailler sur un principe en asynchrone, l'objectif c'était de se dire que dès que la personne arrive, dès son premier jour, on lui donne accès du coup à des modules d'e-learning qui présentent l'entreprise. Donc on assure l'uniformité du discours et on leur donne de la visibilité sur comment on est structuré. Tous ces modules-là, ils ont été co-construits avec des opérationnels, c'est-à-dire que pour chaque direction à présenter, ça a été des heures d'interview, ça a été des heures d'échange avec les collaborateurs pour simplement leur poser la question, au-delà de ce que vous faites, au-delà de votre métier, qu'est-ce que vous avez envie de raconter de votre service ? Et le fait de pouvoir, encore une fois, travailler sur quelque chose d'interactif où ils avaient la main sur le contenu, ça a permis en fait d'aller très vite dans le développement, puisque sur un parcours d'onboarding complètement refondu, on a réussi à sortir donc 10 parcours, chaque parcours étant lui-même constitué de 4 modules en 3 mois. Et sans en fait l'apport des compétences internes et sans l'apport des contributeurs de différentes directions, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, sur la partie onboarding. Donc, vous l'avez compris, chez nous, en fait, 360 Learning, le choix n'était pas anodin et c'est vraiment un outil qu'on a décidé en fait, de pousser sur ses fonctionnalités. Déjà parce qu'en fait, on a structuré notre manière d'accompagner les formateurs quelque part autour des fonctionnalités que proposait l'outil. Donc, avec la possibilité de faire un parcours en blended learning, mais aussi la possibilité de donner accès à des collaborateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes créer leur contenu. On a aussi donc, beaucoup de profils techniques, donc en fait des geeks. Donc en fait,
tout le système de gamification avec les badges, tout l'aspect communautaire, c'est quelque chose qui leur parle beaucoup et qu'on a vraiment poussé en termes de capacité parce que déjà ça correspond aux attentes de nos collaborateurs en termes d'état d'esprit, en termes d'approche globale. C'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup et du coup là-dessus, sur une solution, on a vraiment poussé cette fonctionnalité-là au bout. Et la dernière partie que vous avez pas mal utilisée, c'est le développement des communautés, donc les groupes d'apprenants, des groupes soit des groupes métiers, des groupes d'experts ou des groupes qui peuvent être liés à des régions, à des BU, qui sont là pour favoriser les échanges au sein de l'outil et qui permettent effectivement de faire avancer le débat au-delà de la formation, qui peuvent être aussi des outils d'information. Des fois, on parle beaucoup de formation, mais c'est juste informer les collaborateurs sur des nouvelles choses. Et du coup, c'est des fonctionnalités qui ont été beaucoup utilisées. Et sur ton site qui suit, c'est sur les stats. Juste avant que tu présentes les chiffres là, c'est sur les 2 ans là, qui sont passés, il y a plus de... en termes de création interne, il y a eu plus de 500 modules de créés en interne. Et ça, c'est vrai que c'est une belle réussite, effectivement, avec plus de 600 sessions qui ont été poussées au travers de l'outil. Et du coup, on était vraiment ravis de cet usage au quotidien. Et je te laisse, si tu veux, donner un peu plus d'éléments là. Du coup, donc là, c'est simplement quelques chiffres clés par rapport aux éléments que je vous ai présentés. La bonne nouvelle, donc, comme je vous l'ai dit, c'est que toute la partie gamification, badge, etc. permet vraiment en fait, d'engager les collaborateurs. Tout l'aspect aussi communautaire fonctionne très bien chez nous. Et du coup, on arrive en fait, à des taux de complétion de parcours qui sont, en tout cas à mon sens, assez bons. On est à 80% de taux de complétion sur l'intégralité de nos parcours. Plus de 15 parcours ont été développés en interne. Alors en fait, c'est 15, mais entre-temps, il y en a 10 autres qui se sont rajoutés. Donc en fait, on pourrait plutôt parler de 25. Encore une fois, en une année, en s'appuyant que sur des collaborateurs internes, c'est une belle réussite. Sur la partie onboarding, donc sur un programme total de refonte de parcours en blended learning, on a mis 3 mois donc, pour développer les 10 parcours de présentation et donc tout autant de modules pour présenter les directions. Et un chiffre clé, parce que bien sûr, quand on parle formation, il y a un moment où il faut parler argent. Un chiffre fort, en fait, c'est les économies réalisées en termes de coûts évités. C'est une formule simple de calcul de se dire si ces formations, on les avait réalisées en présentiel, si ces formations, on les avait externalisées, forcément, elles nous auraient coûté plus d'argent. Et ramener, en fait, à ce que ça nous a coûté, même en masse salariale, en 2019, on est quand même à 40 cas d'économie grâce à la formation interne, avec une projection pour 2020 de doubler ce chiffre-là, avec 80 cas à réaliser. Et du coup, ça c'est ma bonne nouvelle que j'avais envie de partager. C'est pour ça que je l'ai mis sur le coin là, en blanc, pour que ce soit le chiffre qui ressorte le plus. C'est surtout de dire que tout ce travail en fait de structuration, de formation, d'utilisation en fait de la plateforme 360 Learning a porté ses fruits, puisqu'en fait le budget e-learning pour 2020 a considérablement augmenté, ce qui veut dire qu'en termes de direction, en termes d'expérience collaborateur, les gens sont convaincus. Les formules fonctionnent et donc en fait on va pouvoir continuer à réaliser des investissements et à travailler du coup encore plus autour de la plateforme. Alors moi, Leïla, j'ai 2 questions. La première, c'est au-delà des pourcentages, combien de personnes à peu près cela concerné qui sont rentrées sur ces parcours et comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir promouvoir ces parcours? Quelles sont vos actions pour que les gens se servent des ressources qui sont mises à disposition? Parce qu'on sait tous que c'est quand même un des gros problèmes. C'est souvent pas l'offre, mais c'est faire que les gens se servent de l'offre de formation. Alors, sur les chiffres, en fait, c'est assez large parce que du coup, on a 2 parties. On a une partie externalisée relations clients et une partie interne. Sur la partie interne, tous les collaborateurs sont concernés. Donc, on peut parler de 1750 collaborateurs. Sur la partie externe, où du coup, on forme nos centres de relations clients, on est à plus de 3000 personnes formées. Donc c'est aussi des jolis chiffres. Sur la partie en fait après marketing de l'offre, en fait c'est peut-être une situation assez confortable, mais c'est pas une question qui s'est vraiment posée chez nous pour une raison très simple.
les besoins en fait, qui ont émergé, les formations qu'on a transformées en format e-learning sont des demandes émergentes des collaborateurs. Donc en fait, avec cette approche qui n'est pas du tout « je vous pousse du contenu parce que j'ai décidé que ce contenu était bien, j'ai décidé que c'était le contenu qu'il vous fallait », mais plutôt une approche en disant clairement, il y a quelque chose qui se passe sur cette technologie, sur cet outil, sur ce produit. Et du coup, on vous met à disposition quelque chose. En fait, on se paye aujourd'hui le luxe d'avoir des collaborateurs qui viennent demander des formations et à travailler là-dessus. La seule exception peut-être à cette formule, ce sont les parcours obligatoires, où là, du coup, en fait, on est plutôt sur des parcours en blended learning. Quand il y a une date d'échéance en présentiel, les gens font les modules en e-learning chez nous. Puis après, il y a tout le système de relance qu'on met en place, etc. Mais du coup, la question du marketing de l'offre de formation se pose moins. Sur quelques éléments, notamment sur le parcours d'onboarding, on a beaucoup travaillé avec le service communication interne, justement pour promouvoir et d'assurer en fait que les gens aient simplement de la visibilité sur l'offre. Mais d'ailleurs, pour l'implication des collaborateurs, ce qu'on constate aussi, c'est le fait d'impliquer justement des équipes terrain dans la co-construction, dans la création au sein de l'outil, font que ces futurs sponsors, en fait, ceux qui vont évangéliser la solution, l'offre de formation auprès des équipes. Et finalement, on gagne énormément de temps en termes de communication, puisque c'est déjà eux qui ont fait une grosse partie du travail. Donc, comme tu dis, on engage les personnes dans la création et après dans le suivi des formations. Des questions dans la salle? Présentez-vous, c'est toujours plus intéressant de savoir, pour pouvoir adresser la réponse, qui vous êtes. Bonjour, Claire Guinaudot des Galeries Lafayette. Voilà, j'avais une question plus contractuelle. Quel type avec 360 Learning, sur quel type d'offre êtes-vous? Est-ce que c'est l'offre basique ou l'offre leader? Par rapport à justement la montée en compétences pour donner la main aux collaborateurs internes pour qu'ils puissent former leur contenu, sur quel type d'offre et du coup par quel biais vous les formez via vos contenus? Est-ce que c'est l'Académie 360 Learning ou est-ce que c'est l'offre leader Ouais, alors effectivement, ça on va rentrer vraiment dans le détail de nos offres, mais effectivement, vous avez raison, c'est qu'on a une offre qui est notre offre standard, qui est utilisée par eVoyageurs, qui permet de créer du contenu, de donner la main aux experts pour créer. Par contre, on a lancé récemment une offre, vous évoquez leader, mais qui permet de passer à l'échelle cette détection d'experts. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est d'aller identifier les experts dans l'entreprise, des personnes qui ont la connaissance. Alors, il se trouve que chez eVoyageurs, vous avez réussi à le faire par vous-même. Oui. Maintenant, nous, on automatise, c'est-à-dire que des apprenants peuvent venir déclarer des besoins de formation. Je ne passe pas des déclarations de besoins de formation comme on l'entend tous les ans sur les bilans de formation. L'idée, c'est qu'à tout moment, j'ai un nouvel outil, je ne sais pas faire telle manip, je dois pouvoir déclarer ce besoin. Et finalement, il y a des experts en interne, il y a forcément des sachants qui vont pouvoir m'aider et créer le contenu. Et en fait, nous, on a automatisé ça dans la plateforme, c'est-à-dire que finalement, c'est les apprenants qui vont par vote. C'est-à-dire que moi, par exemple, apprenant, je dis, je veux savoir faire ça. Je renseigne auprès de ma formation, de mon service RH, ma demande en termes de formation. Et les autres collaborateurs vont venir voter, dire tiens, cette formation, moi aussi j'en ai besoin, moi aussi j'en ai besoin. Et finalement, il y avait une sorte de sélection naturelle qui se fait, mais qui n'est pas top-down, ça vient du terrain qui fait remonter les besoins de formation. Et ça, nous, on l'automatise au sein de l'outil. Donc c'est l'offre dont vous parlez. eVoyageurs n'est pas encore sur cette partie-ci, on l'espère par la suite. Parce que nous, les collaborateurs viennent nous chercher en fait. Mais c'était ça, c'était dans le cheminement qui était un peu inverse. C'est vous que les collaborateurs qui sont venus, mais ça pourrait être mené à ça. Effectivement, au Galeries Lafayette, c'est une réflexion qui est en cours, mais voilà. Merci. Bonjour et merci pour votre exposé. Je suis Alain Maignan, consultant. Ma question, vous avez présenté, quand vous avez commencé, vous avez dit, quand je suis arrivé, il y avait 100% de présentiel, 0% de e-learning. Bon, maintenant, il y a 300% de plus. Je suis un peu surpris par rapport au 0% de départ. Budget. Bon. Oui, d'accord. Alors, non, ma question, en fait, il y a deux questions liées. Okay. La première, c'est, vous étiez à 100 et 0. Aujourd'hui, vous êtes à combien dans ces deux proportions à budget égal ou à budget diminué avec les 40 cas, je ne sais pas. Et d'autre part, les partenaires qui étaient les vôtres pour le présentiel avant, est-ce qu'ils ont été
embarqués dans l'opération? Est-ce qu'ils ont été éliminés? Est-ce qu'ils ont été obligés de changer? Et quelles difficultés vous avez rencontrées pour les acculturer à cette nouvelle démarche? Alors, je vais d'abord répondre sur la partie budgétaire. En fait, sur la partie budgétaire, l'idée, c'était simplement de dire que quand je suis arrivée, en dehors des achats de licences, en fait, il n'y avait pas du tout de budget prévu pour des achats de contenu. Donc, en fait, on a dû tout développer en interne sur cette année parce que la formule a fait ses preuves. Donc, il y a une belle augmentation du budget en e-learning, justement pour réaliser des investissements, en se disant, en fait, qu'on avait une vraie volonté de garder quand même un centre d'expertise en interne avec l'engagement des collaborateurs sur de la création de contenu et le fait de continuer en fait à avoir du collaborative learning. Donc ça, c'est une chose. Pour répondre un peu plus du coup à votre deuxième question sur les partenaires, là on est en fait sur une autre partie budgétaire qui correspond du coup à ce qu'on est en train de faire cette année sur des investissements en fait sur des créations de contenu sur mesure. Et là en fait on est en train de tester des formules du coup, je n'ai pas encore assez de retour d'expérience sur le sujet, mais en tout cas, l'approche, c'est de se dire qu'on demande en fait aux prestataires qui faisaient les formations en présentiel de nous accompagner sur la création d'un parcours plus global, un parcours multimodal dans lequel on va trouver à la fois du e-learning, à la fois du présentiel et à la fois de l'action de formation en situation de travail. Ça nous permet en fait de continuer à engager les collaborateurs qui du coup sont contributaires, sont interrogés pour leur expertise interne, viennent quelque part valider le programme de l'organisme de formation et en même temps on engage tout de même le prestataire puisqu'on l'attend quand même sur une prestation de création de contenu et de présentiel. Un exemple très précis de cette formule-là, on a chez nous donc une formation qu'on appelle animation collaborative qui en fait vient donner les bases des techniques de facilitation. On a un module en e-learning, 2 jours de formation en présentiel et ensuite du tutorat avec des facilitateurs expérimentés. Tout le monde est engagé. La formule, en tout cas, sur un premier test, ça a l'air d'aller. Merci beaucoup Leïla et Luc pour ces éléments très éclairants. Le temps imparti est écoulé, donc place maintenant au prochain conférencier. Et si vous voulez continuer à discuter, je pense que... Oui, on a un sur stand. Le salon toute la journée, n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir pour votre attention. nous rencontrer, avec plaisir.